Bon, bonjour à tous et merci pour cette invitation pour ce colloque. Alors, j'avais envoyé un titre, j'avais envoyé un résumé il y a quelques temps. Alors, je vais un petit peu m'en éloigner et je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure. Alors, je pense que la conférence n'est pas tutorée, donc je peux effectivement faire un petit décalage par rapport à ce qui était un peu prévu, parce que c'est lié aux réflexions en cours et la façon dont on va considérer ce phénomène des MOOC. Donc, l'idée, c'était de voir en quoi les MOOC pouvait être intéressant dans ces questions de formation des enseignants et des formateurs. Alors pour moi, un MOOC, pour l'essentiel, et je changerai de définition plus tard, c'est l'enseignement à distance avec des réseaux sociaux qui sont plus ou moins associés du côté de l'équipe de conception à la réalisation du cours et un cadrage temporel plus ou moins fort. C'est ces trois ingrédients qui constituent les éléments principaux d'un MOOC. Alors, ce qui était prévu, c'est un peu d'essayer d'analyser les MOOC à partir d'un réseau de variables qui pourraient caractériser l'enseignement à distance. C'est-à-dire, notamment, les histoires de ressources. Il y a besoin de ressources pour l'enseignement à distance, les activités même qu'on va inclure dans la formation à distance, les phénomènes de tutorat, les questions d'interaction, alors des interactions multiples entre les apprenants et les concepteurs, les tuteurs, les questions d'évaluation, etc. etc. Alors, j'ai été amené à réfléchir sur l'enseignement à distance et effectivement, quand on essaie de le comprendre de manière un peu large, on voit qu'il y a trois ingrédients qui sont fondamentaux pour suivre bien cette histoire de l'enseignement à distance. Alors, le premier, c'est altruisme, c'est l'enseignement à distance dépend des technologies de communication qui sont installées. Et à chaque fois qu'une technologie de communication nouvelle apparaît, elle est rapidement associé à l'enseignement à distance qui trouve de nouvelles façons de proposer ce type d'enseignement. Alors l'origine, c'est ce que disent les historiens, c'est 1840, c'est le timbre-poste. Le timbre, c'est le fait de pouvoir acheminer de façon fiable des documents. Et sans ces technologies et sans l'infrastructure associée, bien sûr, il n'y a pas d'enseignement à distance. Le téléphone, la radio, la télévision, etc., etc. Toutes ces technologies, en fait, ont été sans arrêt reprises par l'enseignement à distance. La deuxième chose, et ça c'est moins habituel, ce sont les manières de comprendre ce qui est légitime comme source ou diffusion du savoir. La voix, l'écriture. Alors il faut bien remarquer qu'en 1840, la première formation à distance, c'est celle de Pitman, c'est une formation à la sténographie. Et c'est tout à fait intéressant, c'était le moyen justement de pouvoir enregistrer le discours oral de manière à peu près fiable. Donc c'est des techniques effectivement d'enregistrement des connaissances en quelque sorte, où sur le plan politique c'était tout à fait important de pouvoir enregistrer avec la sténographie les discours qui étaient donnés, puisque c'est des choses qui faisaient foi derrière. Le livre, le cahier, l'image, la vidéo, mais derrière ça il y a aussi ce qui fait science. Qu'est-ce que c'est qui fait science? Quels sont les types de savoir et quels sont les types légitimes d'écriture de savoir? Et ces éléments sont en train de bouger. Et du côté des pratiques sociales, elles sont extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enseignement si justement tout ça, ça ne correspond pas et ce n'est pas en phase avec un certain nombre de pratiques sociales. Pour les questions d'acceptabilité, pour les questions de dynamique, et ça offre des opportunités et des contraintes à chaque fois relatifs au contexte qui est derrière. Et bien évidemment, tout ça marche s'il y a un contexte qui permet l'emploi, les diplômes, etc., etc. Donc en gros, c'est ces trois éléments qui sont importants sur l'enseignement à distance. Quand on regarde les MOOC, alors effectivement, on va dire qu'il y a une technologie de communication très particulière. C'est Internet et ses déclinaisons. Mais c'est aussi les réseaux sociaux. Et ces formes-là, c'est des formes nouvelles de communication ou d'interaction. Il y a aussi des nouvelles formes légitimes de diffusion ou d'échange de savoir. Alors, les MOOC sont plus ou moins associés au mouvement des ressources éducatives libres. Elles sont plus ou moins issues de ça. Donc, bon, il faudrait plutôt... c'est plus complexe, mais disons, il y a des liens. Et en tout cas, le contexte actuel est très lié à cette idée de ressources éducatives, les ressources qui sont décrites par des métadonnées et qui peuvent être utilisées dans tout un tas de contextes de formation. Il ne faut pas oublier qu'on est aussi sur des formes très ouvertes maintenant de sciences et des formes de sciences dites participatives.
il y a aussi beaucoup de données qui s'échangent. Et on a énormément maintenant d'instruments de manipulation de données. Au sein du colloque, hein, toutes les manipulations que vous pouvez faire sur toutes les données écrites, et même maintenant peut-être les données non écrites, les données orales, c'est impressionnant, c'est ça qui permet beaucoup de choses sur ces questions. Ça développe la recherche, mais ça développe également la formation. Mais c'est aussi les types d'écriture de savoir. Et maintenant, il y a tout un tas de figures. Il y a le savant, mais il y a aussi l'expert, il y a l'amateur éclairé, et toutes ces figures participent en ce moment de tout un tas de processus de communication et de diffusion des savoirs. Alors dans les pratiques sociales, en tout cas sur les formations, ça a beaucoup bougé. Vous regardez tous, je pense, quelques tutoriels en ligne. Il y a beaucoup de choses qui arrivent maintenant, à moitié terminées, et si on veut voir de l'information, on s'adresse directement au forum, où on va suivre une formation, souvent d'ailleurs de type vidéo, qui montre les gestes qui sont à faire si on veut reproduire quelque chose. Tout ça, c'est quand même relativement nouveau. Il y a des effets de marque qui sont très importants à l'heure actuelle, et ça c'est tout à fait une caractéristique importante des MOOC, c'est-à-dire le fait de pouvoir suivre une formation à Stanford, à Harvard, dans des lieux tout à fait prestigieux, mais aussi des lieux français prestigieux. Et il y a les conditions de réception de ces formations qui ont énormément changé. Ce qui a changé, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens maintenant disposent de plusieurs dispositifs portables. Ils sont, qu'on appelle, hyper connectés, hein, et on est tous connectés, voire hyper connectés, avec plusieurs dispositifs, et on peut très bien suivre de chez soi, dans n'importe quelle pièce. Quand on se déplace, on continue à suivre, on rentre dans un bureau, on continue à suivre, etc., etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se mettre dans des conditions spéciales pour accéder à une formation. Donc on peut avoir accès à des formations tout à fait prestigieuses, mais en gardant le contrôle soi-même sur ces formations. On peut s'inscrire à une formation sur Coursera avec un grand professeur d'Harvard, mais après on l'écoute dans sa cuisine en faisant autre chose, et s'il nous ennuie, on arrête au bout de 2 minutes. Et si on est content, on reprend au bout de 2 minutes, on revient derrière, mais c'est nous qui avons le contrôle, effectivement, du discours. Et il y a des nouvelles formes, justement, il y a une concurrence en termes de diplômes, autour de badges, d'attestations de compétences, etc. C'est tout un environnement qui... Voilà, c'est pas que les MOOC, hein, c'est-à-dire les MOOC prennent place dans un environnement qui est en train de bouger. Alors pour les spécialistes de l'enseignement à distance, très souvent, l'étude des MOOC consiste à dire, voilà, on va regarder tout ce qui manque dans les MOOC. Voilà, on va dire c'est massif, mais comme c'est massif, il y a plein de choses qui manquent. Est-ce qu'on a eu l'habitude de les faire? Donc on regarde ça par différence. Donc c'est une forme d'abandon de la pédagogie, parce que très souvent, les formes d'interaction qui sont prévues dans les MOOC sont pas très évoluées. Il n'y a pas ou très peu de soutien aux apprenants, donc on délègue ça finalement aux réseaux sociaux, où on répond de temps en temps dans des forums, où on fait quelques formes synchrones de type Hangout pour répondre aux questions générales. Voilà, c'est tout, et les activités sont minimales. Mais quand on compare avec le AD, il y a des choses intéressantes, c'est-à-dire que, et c'est assez caractéristique des MOOC, c'est le retour de la figure du prof, hein, c'est lui qui est mis en valeur, justement. Les vidéos mettent bien l'enseignant en valeur, et souvent c'est l'enseignant qui fait un petit peu tout, c'est-à-dire une forme d'artisanat dans une industrie. C'est très différent de l'industrialisation qui était de plus en plus forte dans l'enseignement à distance, avec les rôles spécifiques de chacun, le concepteur d'un cours, celui qui médiatisait le cours, l'autre qui faisait ceci, tout un type de tuteur, etc., etc. Voilà, en ce moment d'ailleurs, il y a une forme de retrait des MOOC aux États-Unis. D'ailleurs, il y avait la conférence IMOOC il n'y a pas très longtemps en Belgique, et les gens de l'Europe sont très contents de dire qu'effectivement il y a peut-être un déclin aux États-Unis, mais au contraire une expansion en Europe. Et notamment, ils ont dit que le cours qui avait le plus grand nombre d'apprenants inscrits, alors on se relève de celui qui était de Throne, je crois de 260 000, et il a été battu ce record par l'Europe, et c'est un cours qui a eu 450 000 inscrits, d'après ce que j'ai compris, qui est bien sûr une formation à l'anglais. Voilà, en tout cas, il y a des sortes de chroniques annoncer les MOOC et les transformations. Alors juste d'ailleurs, ce qui est lié à tout ça, c'est que les MOOC sont intéressants, mais comme tout enseignement à distance, c'est-à-dire que ça améliore aussi la présence, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles certaines institutions font des MOOC, en dehors de l'aspect prestigieux et, disons, vitrine de leur propre institution. Mais ça permet effectivement de repenser des choses, d'essayer des choses un petit peu nouvelles qu'on va réintroduire dans d'autres formes
ou dans d'autres dispositifs que l'on utilise. Ça améliore l'expérience d'apprentissage, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs à Harvard, c'est que le fait de faire des MOOC, ça améliore l'expérience d'apprentissage de leurs propres étudiants, puisqu'ils auront la formation en amphi, ils auront tout un tas d'activités qu'ils feront au sein de Harvard, mais en plus, ils auront accès à des apprenants distants et pourront discuter avec d'autres apprenants dans le cadre de MOOC. Donc il y a des formes d'hybridation, etc., mais petit à petit, j'en suis arrivé à l'idée que le fait de penser les MOOC en termes d'enseignement à distance n'est peut-être pas la bonne entrée, ou peut-être qu'il y a d'autres entrées possibles. Et l'autre entrée possible que je vous invite maintenant à suivre, c'est celle de la notion de livre. Et en gros, voilà, ce que j'ai envie de vous exposer, c'est de considérer un MOOC comme une des formes contemporaines du livre. C'est-à-dire un documentaire, manuel, livre universitaire, ce que vous voulez. Mais en gros, voir le MOOC, non pas du tout comme de l'enseignement à distance, mais comme un livre. Une forme très moderne du livre. L'idée d'ailleurs, c'est de, quand on décale le regard, c'est-à-dire quand on prend une autre option, souvent ça permet de reconfigurer sa propre pensée. C'est-à-dire des choses qui étaient, la façon dont on pose les questions sont complètement, sans qu'on ait toujours bien conscience, liées à la manière dont on a posé le problème. Si on se décale un peu, on le pose d'une autre manière, vous verrez vite qu'il y a certaines questions qui comptent, qui n'ont plus d'intérêt, et d'autres questions qui émergent. Donc c'est ça que je vous invite à faire, c'est d'essayer de voir comment, à partir de cette proposition du MOOC comme livre, on peut repenser un petit peu les choses. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un livre? C'est intéressant de poser d'abord la question, de se dire, si on veut penser le MOOC comme livre, il faut avoir une bonne idée de ce qu'est un livre. Le livre, ça serait ça, hein. C'est ça le modèle qu'on a, et c'est un peu le modèle stéréotypique qu'on a dans la tête. C'est-à-dire que si on parle de livre, on est un peu figé sur cette représentation. Un objet, alors ça c'est une Bible, hein. C'est le modèle de référence. Et quelque part, ce qu'on entend, c'est ce qui est souvent critiqué, c'est le conteneur d'un savoir mort. C'est un peu ça le livre, hein. Et les critiques autour des siècles ont été autour de cette idée de le livre, c'est un savoir mort. Mais le livre, c'est la même chose que l'enseignement à distance. Il a suivi l'évolution des technologies. Il s'est enrichi au cours du temps. Le livre, c'est aussi ça. Le livre, c'est aussi un disque, c'est une cassette, ça peut être un livre raconté, que vous utilisez dans la voiture ou ailleurs, ça peut être un livre animé, et quand vous ouvrez les pages, les jeunes enfants connaissent ça par cœur, hein, il y a plein de choses qui surgissent, vous pouvez découper les parties, c'est un livre sonore, maintenant il y a de la réalité augmentée, voilà. Ça fait partie de ce que c'est un livre. Mais il y a d'autres exemples encore. Hein. Le livre documentaire, les livres d'énigmes. Alors il y a des jeux, le livre dont vous êtes le héros, c'est des formes de livres tout à fait particulières, où il y a une forme d'interaction particulière avec le livre. Hein. C'est plus la Bible, c'est un peu autre chose. Vous avez encore d'autres. J'ai trouvé, je pourrais vous montrer, le jeu du pendu. Vous devez jouer à ça quand vous étiez jeune. On jouait à ça, c'est-à-dire que vous aviez un mot qu'il fallait deviner, et vous donniez une lettre, et à chaque fois que la lettre n'était pas dans le mot à chercher, vous aviez à mettre petit à petit les éléments pour être pendu. Et bien là, il y a un livre qui permet de le faire, de manière isolée. C'est-à-dire que, en gros, pour choisir, il suffit de gommer sur la gommette, d'essayer d'enlever ça, et il vous donne le rang dans lequel est la lettre. Et vous pouvez jouer tout seul au pendu. C'est une forme de livre, hein, ça reste un livre. L'autre aspect livre qu'on oublie aussi, c'est le phénomène du feuilleton. C'est-à-dire penser le livre comme objet oublie de penser la presse. La presse, c'est une forme d'écrit, alors on ne va pas considérer comme le livre, mais une interaction très forte depuis le 19e siècle entre la presse, le feuilleton et le livre lui-même. Donc les mystères de Paris, Eugène Sue, hein, c'était effectivement des choses qui paraissaient petit à petit et qui ont été réunies a posteriori dans des livres. Les mangas, et c'est très actuel, hein, les modèles actuels de publication sont souvent des modèles de ce type-là, c'est-à-dire qu'ils sont découpés, vous avez les premiers chapitres, les premiers épisodes, les épisodes suivants viennent, et si l'entreprise fonctionne, et bien derrière ça, ça va être réuni en livre. Donc c'est un autre modèle temporel segmenté du livre. C'est un aspect qu'on appelle maintenant ludification. Hein, c'est-à-dire, voilà, effectivement, il y a un jeu, on attend la suite. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'enquêtes policières, beaucoup de choses comme ça. Et il fallait effectivement, dans chaque épisode, aménager la suite pour que la personne, bien sûr, réachète l'exemplaire suivant. C'est un aspect démocratisation très fort hein, au XIXe siècle. La démocratisation de l'écrit lui-même. C'est de l'interaction. Les courriers des lecteurs que vous trouvez dans tous les magazines, c'est une forme d'interaction. Enfin, interaction peut-être distance, interaction
non directe, mais c'est une vraie interaction. Il y a des sondages. Et finalement, le livre comme reprise finale, c'est un modèle. Alors, dans les MOOC, je vous prenais l'exemple d'Open Classroom. Open Classroom, c'est un de ces modèles économiques du départ. Les formations informatiques qu'il a faites, là où il gagnait de l'argent, c'est pas sur les formations qui étaient gratuites, c'est le fait qu'après, il éditait des livres qui étaient achetés par les apprenants. Donc c'est une forme tout à fait importante. Et en ce moment, c'est très fort sur les films et les séries TV. Hein. C'est les séries qui prennent de plus en plus. Et de nouveau, il y a un lien fort entre ces séries et le fait de les consommer soit par épisode, puisque là, c'est les gens qui diffusent, qui sont maîtres du jeu, soit effectivement vous vous abonnez à une série, ou vous avez une chose qui diffuse la série, et vous les voyez en continu. Et vous reconstituez une forme livre sur un temps, alors pas très court sur les séries, mais un temps, disons, ramassé. Alors là-dessus, cette idée de livre, le conteneur d'un savoir mort, vous voyez que le livre, par rapport à ça, s'est enrichi. Il est plus ou moins interactif, plus ou moins. Il peut être livré en tranches. Voilà, c'est tous ces aspects qui sont co-substantiels du livre tel qu'il est depuis quand même assez longtemps, même si on conserve dans la tête toujours ce modèle de l'objet digital. Alors comment on apprend avec un livre? Parce que ça, il y a aussi une grande... une histoire assez longue avec le fait d'apprendre avec des ressources de type livre. Je vous rappelle, vous connaissez peut-être pas ça, mais dans l'étude des manuels scolaires, c'était tout à fait intéressant. On avait un modèle typique des manuels du 19e siècle que Alain Choppet appelait le modèle juridique. C'est-à-dire qu'il y avait une numérotation continue, c'est-à-dire vous voyez les éléments du livre que vous parcouriez totalement en continu, avec des aspects qu'il appelait catéchétiques, c'est-à-dire que vous avez des exercices oraux qui précisent ce que le maître doit dire en attente d'une réponse des élèves. Donc c'est quelque chose d'organisé totalement, temporellement, pour être utilisé de manière quasi identique dans la classe. Donc c'est un des formes de livres qui organisent le travail, reconstruit, mais en fait quasiment à l'identique, dans la classe. Et c'est un rêve qui n'est pas abandonné, hein, je veux dire, tout ça c'est un rêve de beaucoup de gens, de finalement produire des livres scolaires ou des livres universitaires qui, en quelque sorte, n'auraient plus qu'à être utilisés avec des enseignants peut-être moins bons, puisqu'ils n'auraient qu'à suivre ce qui est indiqué dans le livre. Il y a une cinquantaine d'années, hein, comment dire, ceux qui diffusaient ces livres essayaient de tester des technologies qu'ils appelaient teacher-proof. C'est comme waterproof, c'est-à-dire vous pouvez les mettre, quel que soit l'enseignant dans n'importe quelle classe, bah, la méthode marche quand même, puisqu'elle est suffisamment bétonnée pour qu'il n'y ait rien à refaire derrière. Bon, mais c'est quand même des modèles un peu caricaturaux, même s'il y en a encore à l'heure actuelle, hein, qui, avec ces technologies, les technologies dont on dispose, pensent qu'on va pouvoir refaire de cette façon-là. Alors, il y a un article Princeps, c'est celui de Thorndike en 1912. Alors, je vais vous le lire parce que c'est tout à fait intéressant, ça résume bien après ce qui va être essentiel tout au long du XXe siècle. Alors, il dit, si, par le miracle de l'ingéniosité mécanique, un livre pouvait être agencé d'une telle façon que seulement pour celui qui aurait fait ce qui était demandé à la première page, la page 2 devienne visible, et ainsi de suite. Beaucoup de ce qui requiert actuellement de l'instruction personnelle pourrait être assuré par le livre. Les livres fournis en feuilles détachées, une page à la fois, et arrangés de telle sorte que les étudiants ne pâtissent que s'ils les utilisent mal, pourraient être créés sur de nombreux sujets. En gros, c'est une forme de rêve du début du XXe siècle, une forme d'éducation où les ressources qu'on va utiliser sont finalement capables de comprendre le mot est peut-être un peu abusif, mais pas vraiment, avoir une idée de ce que veut l'apprenant et au fur et à mesure lui délivrer l'enseignement juste à temps et juste adapté à l'élève. C'est l'idée que finalement entre un livre et un lecteur, dans un cadre éducatif, il y a un dialogue qui doit s'instaurer. Le problème qui se pose, c'est comment on gère un cheminement dans un livre, puisque tout est donné d'office hein, dans un livre. Vous l'avez, vous prenez une pense, c'est un objet. Alors vous connaissez tout ça dans les magazines. Hein. Vous avez des devinettes, des problèmes, des mots croisés, des choses comme ça. Et les solutions, elles sont à la fin, à une autre page, souvent à l'envers. Bon, c'est à vous de voir si vous trichez ou vous ne trichez pas. Il y a d'autres dispositifs où vous apparaissez la solution en prenant un compte imbibé, etc. Il y a tout un tas de techniques cachées, comme celle que je vous ai montrée sur le jeu du pendu. Il faut justement regarder les gommettes pour faire un livre qui est normalement figé, donner quelque chose qui permet une forme d'interaction si effectivement le lecteur, l'utilisateur est prêt à jouer le jeu de cette interaction.
S'il triche, bien sûr, ça ne marche plus. C'est là où l'ordinateur a apporté le fait de contrôler la tricherie. Mais c'est toujours la même idée. Et en gros, ce qu'il faut, c'est faire agir le lecteur pour qu'il oriente son parcours de lecture en comparant ses propres réponses aux questions qui sont proposées. Voilà, et empêcher la tricherie. Alors, vous connaissez peut-être ça ou pas. Alors, les deux grands tenants, les deux grands modèles de l'enseignement programmé, c'était Skinner. Mais Skinner, lui, était sur un enseignement sans erreur, assez particulier, et Crowder, qui était sur un enseignement où, justement, il y avait des branchements. C'est-à-dire, vous pouviez faire des erreurs en cours de route, et votre cheminement dépendait des réponses que vous donniez. Alors, il y a une préface d'un cours, et un exemple, j'ai apporté un des livres, hein. Je ne sais pas si vous connaissez les livres brouillés, c'est des livres qui étaient, à l'époque, dans les années 70, les années 60, où il y a eu un grand succès éditorial. C'est des livres qui étaient mélangés, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas les lire d'une seule traite. Vous aviez une présentation d'information, une question, 3, 4 réponses possibles, et à chaque réponse, vous en choisissez une, et ça vous donnait un branchement. C'est à vous de tourner le livre à la page qui était indiquée. Et quand vous avez la page indiquée, on dit, bon, ça c'est bon, et puis on continue, ça c'est faux, on vous explique pourquoi, et après, d'autres questions, etc. Donc il y avait un parcours, justement, lié au livre lui-même. Et après, les gens pouvaient aller très vite si vous faites sans arrêt des bonnes réponses. Quelqu'un qui faisait des mauvaises réponses, eh ben, passait un peu plus de temps dans le livre, mais il y avait une sorte de parcours prédéfini au sein de ce livre qui était mélangé pour éviter que les gens puissent tricher un peu trop vite. Alors, dans la façon de présenter ces choses-là, voilà comment Crowder expliquait les choses. On s'est traduit. Hein. Voilà, pour lui, ça s'approche de plus possible d'une conversation entre un précepteur et son élève. Cet ouvrage dispense ses connaissances par petites doses et il vérifie la compréhension du lecteur au moyen de questions à choix multiples. Vous voyez que c'est comme ça que c'est écrit, c'est-à-dire qu'un QCM est capable de vérifier la compréhension un peu fine d'un lecteur. Question auxquelles le lecteur doit répondre afin de pouvoir aller plus loin. Une mauvaise réponse conduit à un examen plus approfondi du point litigieux. Une bonne réponse conduit à l'unité d'information suivante et la question afférente. Voilà un peu ce modèle du contrôle de parcours qui a été très important. Et la préface assez standard de tous ces livres brouillés, c'était voilà, le livre présenté ici est destiné à jouer le rôle de précepteur. Tout comme un précepteur en chair et en os, donc c'est pas la peine d'avoir des robots humanoïdes, hein, vous l'avez directement dans le livre, hein, c'est la Bible, mais elle a des pouvoirs magiques en quelque sorte. Il vous montrera la voie, vous apportera les connaissances nécessaires et constamment vous posera des questions pour juger si vous avez bien compris. Ce livre enregistrera vos réponses, vous apportera quelques explications supplémentaires lorsque vous en aurez besoin, et dès qu'il se rendra compte que vous avez bien assimilé ce qu'il vous enseignait, vous fera franchir un nouveau pas. Voilà ce qui était écrit. Il semble que cette forme d'écriture ne choquait personne, et voilà la façon de penser l'éducation ou l'enseignement qui est tout à fait en phase avec ce que disait Thorndike au début du XXe siècle. Alors c'est une forme d'enseignement à base de contrôle. Alors le livre, c'est la base de notre éducation. Et les objectifs classiques ont été donnés au livre, c'est ce que j'essaie de vous montrer, c'est que ce qui s'est passé petit à petit, c'est qu'on a rendu les documents réactifs. C'est ça qui change en fait dans le livre. Les formes de livres contemporaines, c'est qu'il n'y a plus un écrit qui est fixé à son support, il y a un document qui réagit à quelque chose. Et quand il réagit, il peut se transformer lui-même. Après, il y a sur du côté de l'éducation, soit des volontés de contrôler l'apprentissage, et c'est typiquement les livres brouillés, et c'est vraiment le modèle typique de l'enseignement programmé, avec des visions nouvelles hein, qui sont assez récentes sur la pédagogie comme simple conversation. Ça, les anglo-saxons, enfin certains d'entre eux, aiment beaucoup cette idée, hein, que finalement c'est un espèce de dialogue, un monologue si on veut, mais surtout un dialogue ou un multilogue continu, et c'est le fait de rentrer, de participer à la conversation continue qui, finalement, qui est favorable, et très favorable à l'apprentissage. Vous voyez, c'est une vision tout à fait opposée au contrôle habituel. Alors voilà les éléments un petit peu donnés, et on va aboutir un peu à penser, ou essayer de donner quelques précisions sur ce que peut être le livre aujourd'hui. Alors juste pour vous rappeler de manière un peu plus approfondie, disons voilà, il y a 4 choses qu'il faut prendre en compte sur l'histoire, livre, écriture, etc., etc. C'est que à chaque fois, si vous voulez
utiliser quelque chose, il y a un procédé de symbolisation qu'on va utiliser. La parole, l'écriture, l'image, etc. La deuxième chose, il y a un code, c'est la langue qui doit être partagée par une communauté, par les locuteurs, pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Après, il y a forcément un support matériel d'inscription. Ces supports d'inscription sont essentiels. Au début, ils étaient peu pérennes, et toute la question, c'était d'assurer des choses qui se stockent pendant un temps suffisamment important. Le papier, la bande magnétique, l'écran, ce sont des surfaces d'inscription. Pas toujours de stockage. L'écran n'est pas une surface de stockage, justement. La plupart du temps, ça ne permet pas le stockage. Et après, il y a des dispositifs qui sont des dispositifs organisationnels qui permettent de gérer l'ensemble. La manuscriture, l'imprimerie, la télévision, l'informatique, c'est tout le dispositif justement, qui assure après l'ensemble, disons, de gestion du dispositif et l'ensemble de la diffusion après de tout ça. Alors c'est tous ces éléments qui sont en train de se transformer. Juste pour avoir une image en tête, c'est l'écart. Alors il n'y a pas de photo de la bibliothèque d'Alexandrie, mais effectivement vous voyez des régionnages partout où on allait stocker les rouleaux. Et l'équivalent à notre époque, c'est un peu ennuyeux de trouver ça. On a toujours des bibliothèques, on a toujours l'image des grandes bibliothèques, mais finalement maintenant, ce sont les fermes de serveurs. Et c'est pas tout à fait pareil. Ce qu'on y stocke n'est pas de la même manière. Et vous n'allez pas visiter les fermes de serveurs. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller à l'endroit où le livre, il était important d'aller à l'endroit où il était stocké. Sauf quand il pouvait être diffusé à de multiples exemplaires. Et quand il n'est pas diffusé, vous alliez à l'endroit où était déposé le savoir sur un support assez pérenne. Mais pas facilement modifiable, pas facilement diffusable à grande échelle. D'où l'intérêt d'avoir des catalogues qui vous disent le contenu même de ce qu'il y a à l'intérieur de cette bibliothèque. C'est des catalogues qui, eux, sont facilement transportables, qui vous renseignent à l'endroit où vous pouvez aller. Bien évidemment, je veux dire, le catalogue, il doit être petit par rapport à la bibliothèque, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est un peu stupide. Le lieu de stockage, il est gros, mais la manière de décrire ce qui est stocké, c'est petit. Ben maintenant, c'est l'inverse. En gros, on est dans un monde où les documents, ben, c'est pas si gros que ça, mais tout ce qui est indexation des documents eux-mêmes, c'est considérablement plus gros que les documents, justement, eux-mêmes. On est dans un renversement complet. Et il est plus facile d'accéder aux documents et les index et tout ce qui est justement stocké dans ces fermes de serveurs, c'est essentiellement tout ce qui permet l'accès et la manipulation de l'ensemble de ces documents. Ça n'avait aucun sens dans le monde matériel des bibliothèques. Maintenant, on a renversé complètement la situation. Alors, vous avez ça, vous avez sûrement aussi connu ça, c'est-à-dire que les fichiers, les catalogues de bibliothèques, c'était très important, c'est des objets matériels, hein, et quand vous allez chercher un livre, vous avez une interrogation, soit dans le fichier matériel des auteurs, soit dans un fichier de mots-clés, soit dans un fichier, on ne dira pas par date, mais soit par éditeur, etc., etc. Et à chaque fois que vous vouliez chercher, il y avait bien sûr un catalogue de fiches qui était présent. Maintenant, on ne cherche plus forcément par des descriptions documentaires, on cherche par le contenu lui-même, ce qui était impossible avant, ça n'avait pas de sens, quasiment. Ou alors, c'est des gens qui avaient glosé, qui expliquaient le contenu, et vous aviez un intermédiaire qui faisait ça. Maintenant, vous recherchez directement par le contenu lui-même, par des mots-clés, par des mots présents dans les textes eux-mêmes, par des images, par des sons, peut-être par des concepts maintenant, si le web sémantique se développe, mais ça marche déjà un peu. Donc on est passé de la description documentaire au contenu et à la forme. C'est un renversement de situation dont on prend conscience au fur et à mesure. En gros, le savoir, il est maintenant partout. En gros, on est dans un monde qui est sa propre bibliothèque. C'est-à-dire que vous pouvez, sur les objets du monde qui nous entoure, ajouter de l'information. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher le savoir dans des endroits qui le stockent et qui le mettent de temps en temps à disposition. Ben, vous accédez au savoir directement sur les objets pour lesquels, si certains ont voulu, on ajouté des éléments d'information. L'information est ajoutée au système matériel lui-même. Il est en plus de l'ensemble des objets. Alors bien sûr, dans les pays très développés, ailleurs, bien sûr, ça n'existe pas comme ça. Il est aussi dans les réseaux humains. Donc tout ça change. Cette économie globale du savoir s'est complètement transformée. Le monde devient sa propre bibliothèque avec un monde qui inscrit en plus ses descriptions et ses informations sur les objets eux-mêmes. Donc vous pouvez aller voir le monde et avoir de l'information sur le monde en étant
directement dedans, ce qui est complètement différent. On a de l'art éphémère, de la captation, etc. Tout ça est en train de bouger de manière extrêmement rapide. Si vous voulez regarder un geste d'un cuisinier, bien sûr, il y avait cette forme de compagnonnage où le cuisinier pouvait être accompagné d'un certain nombre d'apprentis qui essaient de regarder. Mais chacun a un point de vue particulier, ne voit pas les gestes qui sont faits. Maintenant, si vous êtes capable d'avoir 5, 6 angles de vue sur le même geste, ben, effectivement, ça change considérablement. Ça n'était pas possible avant. Donc il y a un renversement des choses, c'est-à-dire que vous avez accès à plus que ce qui était possible directement par le simple fait d'être présent ou co-présent avec les autres. Et tout ça, voilà, ça constitue les éléments de la description du monde ou les savoirs du monde. Alors je reprends, je n'ai pas traduit ça exprès, c'est un peu cette idée, ou cette définition assez lâche d'Alan New, où il dit que finalement l'avenir du livre, c'est peut-être ça. C'est des formes d'attention partagée sur une certaine durée. Vous voyez qu'on a cassé l'objet matériel. C'est plus ça le livre. C'est plus quelque chose qui est passé par un circuit éditorial, qui est devenu un objet que vous achetez, dont vous obtenez la propriété. Le livre, c'est peut-être maintenant uniquement des moments particuliers où vous avez créé de l'attention partagée. Et un certain nombre de gens, au même moment, ou sur des moments pas trop longs, vont accéder à peu près à la même chose. Vous voyez, si on commence à voir le livre comme ça, vous voyez que ça s'approche. Voilà, c'est plus facile maintenant pour moi de vous expliquer pourquoi je vois dans les MOOC quelque chose qui se rapproche du livre. Mais du livre comme ces formes contemporaines de livre. Finalement, un MOOC, c'est ça. Vous voyez, c'est ces formes de livres que j'essayais de vous faire découvrir. Alors, quand on prend le MOOC comme un livre, c'est assez amusant quand on essaie de regarder un certain nombre de questions qui se posent sans arrêt autour des MOOC. Sur les livres, quand vous regardez les journaux, ce qui compte, c'est le nombre de ventes. Hein. Ben, sur le MOOC, c'est le nombre d'inscrits. C'est pareil, on ne va pas chercher midi à 14 heures. Sur les livres, un bon libraire, d'ailleurs, arrive à faire vendre des livres que les gens ne liront pas. C'est pas un bon libraire. Ben, pareil pour les MOOC, hein. On va faire des teasers, on va attirer les gens, ça va gonfler le nombre d'inscrits, mais après, ils vont s'apercevoir que ça ne les intéresse pas beaucoup. Mais comme ce qui compte, c'est le nombre d'inscrits, voilà, il n'y a pas trop de problème. C'est exactement la même chose. Après, je vous avoue, alors je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais j'ai acheté des livres que j'ai jamais lus. Bon, personne vient m'ennuyer derrière en me disant « Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas possible. » J'ai même, non, ça m'arrive rarement, mais des fois, racheter un livre que j'avais acheté et pas lu. Je n'ai pas forcément lu la deuxième fois. Mais c'est sur l'impulsion, peut-être que c'était intéressant à un moment donné quand on l'achète, mais après, on n'a plus l'envie de le relire, on ne trouve pas le bon contexte. Et finalement, on n'a aucune information sur la quantité de pages lues sur les livres qui ont été achetés. Personne ne le sait, pour l'instant. Ça peut revenir avec les livres électroniques, parce qu'on va avoir des traces. Mais pour l'instant, sur les vrais livres matériels, finalement, qui c'est qui a lu quoi, exactement? Et quel est le nombre de gens qui ont été jusqu'au bout des livres? On n'a jamais parlé de tour d'abandon hein, dans les livres. J'ai jamais entendu cette expression. Pourtant, est-ce que c'est pas tout à fait la même chose? Est-ce que si on prend cette métaphore de livre, est-ce qu'on n'a pas la même... je veux dire, c'est finalement quelque chose de sans intérêt. Quelqu'un achète un livre, ça ne l'intéresse pas, ben ça ne l'intéresse pas. Alors peut-être on va dire, mais le livre n'a pas été personnalisé. Alors c'est vrai, j'ai essayé de voir les grandes littératures, finalement vous n'avez pas écrit de livre pour moi et je ne sais pas le lire bien. Vous aurez dû personnaliser, ça n'a aucune signification, ça n'a aucun sens. Vous voyez bien, la personnalisation, justement, c'est pas forcément la bonne question. Alors peut-être que si, parce que finalement l'environnement change, voilà. On va la reposer. Est-ce que j'ai eu des cours particuliers pour lire un livre? J'ai jamais eu de tuteur qui m'a aidé à lire un livre. Je veux dire, vous allez dans des contextes où la lecture du livre est reprise, mais c'est l'autre contexte. Le contexte ne dépend pas du livre lui-même. Donc le tuteur n'est pas intégré au livre. Si vous ne savez pas le lire, si vous avez besoin d'informations complémentaires, là vous retournez vers des amis, vous dites tiens, moi j'ai pas compris ça dans ce livre, tiens ça m'intéresse, mais d'abord qu'est-ce que tu en penses, etc. Ben voilà, c'est les réseaux sociaux, hein, c'est des choses qui ont toujours existé, qui ont toujours été intéressantes. Des fois, on avait ces bibliothèques, l'idée c'est pas les lire, hein, c'est de les montrer. On ne va pas perdre de temps à les lire, hein. Du moment qu'on a montré aux autres, et peut-être qu'on va montrer ce certificat de nous, ou dire qu'on a des certificats. Les formations à distance, on en suivra plusieurs, mais on peut suivre plusieurs MOOC, comme les livres, hein, on en lit plusieurs à la fois. Certains en vont au bout, certains en arrêtent. Cette idée d'en lire plusieurs
peut-être finalement d'aller au bout de ce livre-là, parce qu'au moment où on a envie de le lire, ou de ce MOOC-là, parce qu'on a pris le temps, etc. Et puis là, on n'a plus le temps, donc ça ne correspond plus, etc. C'est une chose qui est finalement assez proche. Et finalement, ce qu'on ne connaît pas, c'est le comportement du lecteur. Il y a peu d'analyses sur le comportement des lecteurs. Et qu'est-ce qu'on peut savoir sur les lecteurs, leur façon de lire, comment ils regardent tout ça, etc. Et ces phénomènes de traces, hein, on va peut-être les avoir avec les nouvelles lectures qui dépendent d'un dispositif électronique. Bien évidemment, on aura effectivement des temps de connexion, on aura des choses comme ça. Est-ce que ça nous renseignera vraiment sur la manière de lire? Peut-être, mais pour l'instant, on aura juste des traces de simples comportements de lecture. Alors quand on suit ça, on a de nouvelles questions hein, qui arrivent. C'est-à-dire que finalement, le MOOC, si c'est une ressource, si c'est un livre, ben voilà. Alors juste ça, c'est pas uniquement une ressource non plus, ces livres nouveaux. Il y a beaucoup de débats à l'heure actuelle, hein, vous savez, avec les réformes scolaires, parce que là, ça va générer des nouveaux livres scolaires, et il y a un combat fort entre les éditeurs scolaires, bien sûr, et tous ceux qui disent de l'autre côté, attention, il y a plein de ressources partout, donc les enseignants peuvent prendre d'autres ressources. L'argument des éditeurs, c'est essentiellement de dire, ils sélectionnent les ressources et ils les mettent dans des tout cohérents. C'est-à-dire qu'ils feraient du livre, en ayant cette idée de livre comme un tout cohérent, quelque chose justement qui a une pensée derrière, qui est structuré, etc. Donc on a à peu près la même idée sur le MOOC. C'est des livres en ce sens qu'il y a une intention derrière et il y a une organisation particulière. Ce n'est pas uniquement un ensemble de ressources quelconque. Et après, cette idée, c'est que ces ressources, elles doivent être vivantes. C'est-à-dire que, là encore, cette nouvelle forme de livre, c'est qu'elle n'est pas dissociable des gens qui les produisent, qui les discutent, qui les commentent, etc. etc. Donc c'est un phénomène où, c'est là où c'est un petit peu nouveau, il y a des humains et des organisations humaines derrière qui subsistent ou qui sont associés à la manière de diffuser des livres. Voilà, qualification de ces livres, comment les instrumenter dans des contextes locaux, etc. Il y a plein de questions, hein, je ne voulais pas les énumérer tellement, mais quand on rechange de point de vue, on revoit les choses d'une autre manière. Alors j'ai juste un petit... Alors, sous forme rapide pour faire le lien avec le MOOC et FanLang. La plupart des représentations qu'on voit sur les MOOC, elles sont extrêmement simples. C'est-à-dire que, en gros, on rend les gens esclaves de la temporalité. La plupart des MOOC sont organisés par semaine, et on va regarder semaine par semaine, voilà, les taux d'abandon, les taux de ceci, etc. etc. Donc c'est une forme même de représentation qui n'interroge plus du tout la manière dont les gens vont travailler. Et chez nous, Julien Bollard, qui est un statisticien, a commencé à représenter les choses tout à fait différemment, en se disant, bah, finalement, dans un MOOC, les gens peuvent accéder très souvent aux semaines précédentes. Finalement, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils ont fait à l'issue du MOOC. Et ce n'est pas le fait qu'ils aient regardé la vidéo la première semaine ou fait le truc de la première semaine. Ils ont pu le faire la troisième semaine. Parce qu'ils sont organisés différemment. Et dans ce cas-là, on a d'autres représentations qui sont tout à fait différentes. Alors je vous dis, il les a fait pour FAN. Pour FanLang, il l'a fait, donc il y a 4 graphiques. Et en gros, à chaque fois, l'idée, c'est de voir sur chaque semaine, est-ce qu'il n'y a aucune trace laissée par le participant? Est-ce qu'il a utilisé une vidéo? Alors on ne voit pas avec Fun les téléchargements. On ne voit que s'il voit la vidéo avec Fun. S'il a fait le quiz ou le début du quiz, s'il était présent, s'il a vérifié le quiz, etc., etc. Voilà. Et après, petit à petit, il a regroupé les choses par type de participation, ce qui donne des graphiques comme ça. Voilà. Mais je vous les donnerai après, vous pourrez les commenter. Vous voyez que cette refaçon de considérer les choses va même jusque-là, c'est-à-dire on repense et on représente complètement différemment l'expérience d'apprentissage ou le comportement de quelqu'un qui suit un MOOC. Parce que ce n'est pas la temporalité qui est proposée par les concepteurs qui est choisie, mais plutôt l'activité qu'il a eue pendant le déroulement ou au dehors du déroulement. C'est une personne, ça? Non, non, c'est plein de personnes, c'est tous justement. On les regroupe, oui. Et après, tu les regroupes par pattern, si tu veux, pour les situer. Non, non, c'est tous. Et après, tu as une personne sur une petite ligne ici. Mais on verra ça après. Alors, juste pour terminer, cette série de MOOC qu'on a essayé sur la formation des enseignants et des formateurs. Vous voyez bien qu'elle est forcément, à la manière dont on a conçu ces MOOC, c'est très inspiré, même si on n'avait pas conscience au démarrage, par cette idée de MOOC comme livre. Alors, on l'a fait pour les enseignants et il y a quelques spécificités pour le public enseignant. Alors, vous devez le savoir, si vous faites la formation continue d'enseignants, c'est un public très exigeant, les enseignants. C'est pas toujours très facile. C'est le moment pour les gens de se venger un petit peu de situations où de se reposer, de lâcher prise, disons, de faire autrement, pour eux de se retrouver dans une autre position, tout à fait confortable, et finalement d'être un peu
râleur de temps en temps, mais d'un air sympathique. C'est autoréférent. Hein. Parce que dans ces cas-là, les gens ne peuvent pas s'empêcher de dire, bah, ceux qui sont le MOOC, voilà, c'est aussi des formateurs, alors je vais réinterpréter et je vais interroger sur la manière de faire les choses. Et des questions qui sont des fois un petit peu perturbantes pour ceux qui conçoivent, parce qu'on n'y avait pas pensé, forcément. C'est aussi l'occasion de faire vivre des situations d'apprentissage. Et moi, je trouve ça extrêmement important pour les enseignants. Alors, il faut faire très attention. On avait sur le premier FM fait de la correction par les pairs, en indiquant, attention, l'important, c'est l'expérience que vous aurez avec ça. Vous mettre dans cette situation. On ne s'assure en rien de la qualité que vous allez recevoir. On mélange tout ça. On n'a pas fait d'analyse statistique très précise pour répartir le devoir, etc. etc. Mais c'est intéressant de vous poser en termes d'élèves pour finalement vivre cette situation. Et il y a des tensions à des formes qui sont trop peu cadrées, mais je pense qu'on en parlera dans une présentation un peu plus tard, par exemple pour ISTIPA. Alors l'aspect massif est à la fois une contrainte, on l'a dit, il n'y a pas de suivi individuel ou très peu, il y a une très forte hétérogénéité, mais on peut prendre le massif comme une grande opportunité dans la diversité des points de vue, si on arrive justement à favoriser ce dialogue, cette diversité. Il est possible de faire des constructions collectives, et ça c'est tout à fait nouveau. Et les échanges peuvent se mener en dehors d'un cadre hiérarchique. C'est très important justement pour les enseignants. Et avoir des points de vue qui viennent de collègues, d'autres personnes, c'est aussi tout à fait important. Alors ce qu'on avait fait, mais là je vais passer rapidement, l'objectif c'est d'essayer nous d'assurer un lien entre une formation nationale et justement la déclination locale. Donc on a dit voilà, il y a 6 grands principes, hein. Conception collective, on favorise l'inscription à plusieurs, mais ça n'a jamais très bien marché. On essaie de faire une gestion possible entre les MOOC, c'est ce qu'on a essayé d'installer, mais les gens reprennent plus ou moins. L'idée, c'est, on a dit, voilà, c'est des ressources supplémentaires pour les établissements d'enseignement, donc ils peuvent inscrire leurs propres étudiants MOOC et compléter le MOOC, justement, en présence. L'idée du livre est là, hein, l'idée, voilà, il y a des éléments, d'autres ressources qui sont commentées, d'autres situations, on étend des choses possibles, mais après, ils peuvent très bien les repenser et les réinstrumenter de manière tout à fait locale. Donc c'est l'idée de s'appuyer sur des réseaux et d'associer la recherche. Alors dans le modèle qu'on a pris, on a essayé d'avoir le truc classique, des vidéos textes associés, donner des éléments pour aller plus loin. On a mis des choses moins habituelles, ce sont les énigmes. C'est tout à fait ce qu'on voit dans les feuilletons, hein, dans la presse. Et là l'idée justement de trouver des éléments successifs pour intéresser, provoquer, etc., réfléchir. Des constructions collectives, d'activités et projets. Voilà, et là, on avait mis, au lieu de mettre la tête d'un dès le départ, on avait affiché tout le monde. Pour montrer, voilà, l'auteur du MOOC, c'est ça. C'est pas une personne. Alors, les énigmes, on a fait des tonnes d'énigmes, hein, maintenant, dans des choses différentes. La première, c'est celle des boîtes enseignantes de Freinet. Cette énigme, elle a tenu 17 minutes. C'est ça le problème quand vous avez une énigme avec beaucoup de monde derrière. Il y a quelqu'un qui a dit, bah oui, j'ai reconnu, moi quand j'étais petite, ma mère était enseignante et elle préparait ses boîtes enseignantes pendant l'été. Donc on avait mis cette forme-là, hein, oui, c'était complètement découpé. Et ben, une fois que c'est fait, c'est fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les énigmes, et maintenant j'ai une autre position, je pense que l'énigme, elle est faite pour être découverte rapidement. Elle est faite pour être découverte rapidement et pour les gens échangent sur l'énigme. C'est-à-dire expliquent comment ils l'ont trouvé et rajoutent des choses sur l'énigme. Ah oui, tiens, c'est intéressant, tiens, on pourrait faire ça. Ah bah oui, t'as trouvé comme ça, bah oui, si tu avais fait ça, ah bah oui, ça rappelle ceci. Donc c'est un déclencheur. Et si l'énigme est trop compliquée, bah, ça s'arrête et ça bloque tout le monde. C'est pas très intéressant. On l'a fait, là, c'était sur le MOOC actuel. C'est un village dans l'académie de Clermont-Ferrand où justement il y avait tout un tas de choses où c'est d'après les études récentes, c'est tout un tas de trucs faux où ils présentaient avoir trouvé des choses datant d'avant la préhistoire, etc. Ça s'était monté de toutes pièces. Et effectivement, c'est le village, j'oublie, c'est Glose. Voilà, Glose. Après, on montait le dispositif, comme des machines un peu particulières. Là, c'était, on demandait quel était l'élève de celui-là. C'était Alexandre Laurent et Aristote. Après, les lignes, dès qu'ils sont langagières, c'est plus compliqué, hein, ça résiste mieux. L'étranger en a 43. En fait, c'était le fait qu'il y avait 43 fois le mot soleil dans le roman L'étranger de Camus. Mais voilà, ça c'est difficile, mais en même temps c'est intéressant parce que le premier a commencé à phosphorer sur des fausses pistes. Après, on peut donner des indices. L'indice, c'est que j'avais pris le roman récent de l'Algérien qui a recommandé le roman de Camus.
Et après s'orienter sur le monde Camus, voilà, et quelqu'un a trouvé par hasard sur un travail universitaire où justement quelqu'un avait compté 43 soleils. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que justement, il trouve les logiciels qui permettent automatiquement de compter les bouts. Vous voyez bien, ça a des incidences après, ça permet le dialogue, ça permet l'ouverture. Là, l'énigme de la semaine dernière, c'était un fichier compressé, où on enlevait l'extension, il fallait décompresser. Et c'était lié à une des vidéos de présentation, etc. Donc là encore, ça n'a pas tenu très longtemps. Les gens expliquaient comment ils ont fait. Et là, on a du mal à s'en prémunir, c'est-à-dire suivant les dispositifs, c'était fait automatiquement. Donc les lignes ne résistent pas à tous les dispositifs. Ceux qui ont ouvert avec l'iPad, automatiquement, ils retrouvaient un fichier compressé, donc d'office, ils décompressaient et ils vous donnaient le texte. Bon, les autres, c'est un peu plus compliqué. Les constructions collectives, c'est une autre façon de voir. C'est-à-dire le fait de demander des choses qui sont peu engageantes pour les gens et qui permettent de faire quelque chose de partagé, d'extrêmement gros. La première année, on a fait une galerie d'instruments éducatifs. Donc il y avait une galerie, finalement, qui comptait plus de 1000 instruments. Donc, une fois qu'on a conçu ça, ben voilà, le fait de la parcourir, de l'interroger, ça donne des raisons particulières. Là, on avait demandé en disant, voilà ce qu'on veut, c'est un texte, une vidéo, une image, où on voit quelqu'un qui enseigne, on voit quelqu'un qui apprend. En général, quand on regarde sur Internet, on voit sans arrêt celui qui enseigne, on ne voit jamais celui qui apprend. C'était de dire, voilà, essayez de trouver, et il y a plein d'exemples différents. Et après, vous voyez un peu la multitude de choses qu'il y a. La machine à apprendre à nager, là c'est les sous-doués, et après vous trouvez des choses justement organisées à la maison, sous forme de jeu. Il y a Luke Skywalker, etc. Et c'est tout un tas d'éléments. Après, ce qui nous manque, et c'est une limite de l'action collective, c'est qu'on n'a pas d'outils de régulation, on n'a pas d'outils de structuration derrière. Et c'est très difficile de le faire très collectivement. L'autre chose, c'est des récits. Alors, Caroline Nadache, sur 2 ans, la première année, elle a fait, justement, on demande à chacun un récit d'évaluation. Elle a édité un document de 150 pages avec l'ensemble des récits et les commentaires de ces récits. Elle a refait cette année, elle en a encore plus, donc ça lui fait déjà une forme, voilà, très forte. Voilà, après avoir demandé les participants, c'est pas bien grave. Voilà. Juste pour vous dire que ça montre bien l'intérêt renouvelé des fans, c'est-à-dire que le pic d'inscription, c'est au moment où on a fait une publicité sur les anciens des fans. Donc c'est très clair qu'ils étaient intéressés à revenir. Pour nous, c'est un aspect très positif. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qu'ils ont fait pour la plupart d'entre eux, et quand on propose de revenir sur un nouveau MOOC, ben voilà, ça donne des éléments. Après les questions, je finis juste 30 secondes. L'activité d'écriture collective, c'est essentiel à repenser dans le MOOC. Et tous ces éléments sont très importants. Donc je vous avais promis une autre définition. Finalement, pour moi, on pourrait dire qu'un MOOC, c'est un document réactif dans un espace d'interaction sociale temporellement situé. Voilà, c'est définitivement un peu peut-être vu comme ça, un peu abscon, mais ça résume un peu ce que j'essaie de vous dire. C'est-à-dire, voilà, c'est une forme de livre, mais les livres récents, ils incluent ce qui n'était pas possible avant, des aspects synchrones ou pseudo-synchrones, réunissant une interaction sociale qui peut être assez grande. Et c'est cette nouvelle forme de livre qui est intéressante. Comment elle va migrer, comment elle va bouger, ça je n'en sais absolument rien. Mais c'est très important. Et pour nous, je pense que c'est essentiel de hacker ces MOOC, d'en construire et d'aider à trouver de nouvelles formes de MOOC, peut-être dans cet esprit-là, peut-être dans d'autres esprits. Mais c'est des choses peut-être à repenser. Voilà, merci. Merci Eric.